C'est parti. Salut, je suis Anne-Sophie Supio. Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce podcast ? Eh bien, c'est très simple. Nous partons à la rencontre de personnes qui ont donné un sens à leur vie. Comme ça, nous, on peut s'en inspirer. Et on a appelé ça le plein de sens. Vous me faites le plein. Le plein ? Oui. Il s'appelle comment l'épisode d'aujourd'hui ? Roro, le costaud. Merci Francine. Alors, on y va. Allez, c'est parti. Nous sommes évidemment en direct presque de la caravane. Oui. On est en quasi direct si les gens nous écoutent peut-être une semaine, un mois, un an près. Ça change pas grand-chose. Je m'appelle Grégory Vacher, voilà, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Je suis avec Anne-Sophie Supio. Bonjour. Et aujourd'hui, en fait, dans le plein de sens, on voulait parler avec quelqu'un qu'on a déjà eu à la radio il y a un petit moment, qui nous fait marrer, qui nous inspire, En fait, pour moi, par exemple, qui suis anti-réseaux sociaux et tout, c'est vrai que j'ai tendance à dire souvent que Instagram, ça me fait déprimer, ça me donne envie de me foutre en l'air. Mais heureusement qu'il y a des gens au milieu qui véhiculent d'autres valeurs que du je veux vous en foutre plein la gueule. Et par exemple, c'est le cas de Roro le costaud, qui est notre invité. Bonjour Roro. Salut, ça va? Ça va super. Et toi, comment ça va? Écoute, ça me fait plaisir. Je viens d'apprendre que grâce à moi, tu vas pas te foutre en l'air sur Instagram. Donc je suis ravi. Même si t'es pas le dernier, évidemment, à donner des codes promo pour des crèmes anti-rides, on va pas se mentir. Ouais, regarde, pour le front gras. Quand on est sur ton compte, Roro, ce qu'on lit, c'est en description, il est marqué tétraplégique, tour, Andy Papa solo, chroniqueur radio et télé, conférencier et auteur. Donc en fait, aujourd'hui, comment on peut considérer que tu es influenceur ? Écoute, tu sais pour moi, ce terme d'influenceur, il est malheureusement maintenant un peu mal considéré. Surtout qu'à la base, l'influence, c'est quelque chose de plutôt positif. Avoir de l'influence, c'est plutôt bien d'avoir une bonne influence sur les gens. Donc, j'ai pas envie de me dire influenceur. Là, vraiment, en ce moment, ce que je fais, tu sais, c'est le mot qui passe un peu mieux. C'est créateur de contenu. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai, finalement, c'est que je fais des vidéos, je fais plein de choses que je mets sur les réseaux. Et voilà. Et après, j'ai envie de dire, on m'appellera comme on a envie. Ça reste la forme. Moi, ce qui me compte, ce qui m'importe, moi, c'est le fond. Et alors, Roro, du coup, pour ceux qui te connaissent pas, bon, déjà, vous pouvez le suivre, Roro le costaud. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire ? Greg le disait à l'instant, c'est écrit sur ta bio, tétraplégique tour. Déjà, est-ce qu'on peut savoir déjà, ce qui t'est arrivé et faire la différence entre tétraplégique et paraplégique aussi, parce que parfois, les gens confondent. Ouais, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, la bio, déjà, j'ai pas beaucoup de place. Donc, j'ai essayé de rentabiliser, tu vois. C'est pour ça. Parce que c'est vrai que ça fait très réducteur, cette bio. Mais alors, j'ai eu un accident de ski en janvier 2012. J'ai eu une fracture en fait au niveau cervical avec une atteinte de la moelle épinière. Et du fait de cette atteinte en cervicale, je suis tétraplégique. La différence entre un paraplégique et un tétraplégique, c'est juste la hauteur de la lésion. En fait, à partir du moment où tu as une lésion au niveau des cervicales, tu es forcément sur une tétraplégie. Dès qu'on est en dessous, qu'on soit, peu importe sur quelle vertèbre on va se trouver, on sera forcément sur de la paraplégie. D'accord. La paraplégie, ils n'auront pas d'atteinte des membres supérieurs des bras. Par contre, ils peuvent très bien ne pas avoir de pectoraux, ne pas avoir d'abdos, mais par contre, leurs mains vont fonctionner et les bras entièrement. Là où la tétraplégie, les tétraplégiques bas, ce qu'on appelle comme moi, il leur manque des muscles dans les bras, mais ça m'empêche pas de les bouger malgré tout. Et par contre, je peux pas bouger les mains. Voilà. D'accord. Les poignets, ils bougent, mais pas les doigts. Et nous, ce qu'on voulait justement comprendre avec toi, c'est un petit peu dans ton histoire comment on peut donner du sens à tout ça, parce que je me doute qu'évidemment quand il nous arrive ce genre d'accident, sans l'avoir vécu, on peut se douter, mais on ne pourra jamais savoir ce que c'est que de le vivre vraiment, on peut que imaginer, mais on doit passer par plein de phases, quoi. Et aujourd'hui, on te voit sur Instagram, de ta condition, même si je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas de la personne que tu es aujourd'hui, tu arrives à en faire un truc de super positif. Ouais, avec beaucoup d'humour. Dans le sens où tu fais des vidéos super drôles, et en plus tu permets, et c'est ça qui est génial, à des gens qui peut-être vivent la même chose, et en sont peut-être pas encore à ton niveau, n'ont pas ce même détachement ou cette même légèreté encore aujourd'hui dans leur existence, à pouvoir se dire en fait c'est cool, moi aussi peut-être je vais pouvoir un jour vivre mieux. Donc est-ce que tu peux nous raconter ça, ce cheminement, comment ça s'est passé pour toi? Eh ben en fait ça part de la rééducation, et moi en rééducation il n'y avait pas encore tous les réseaux sociaux. Franchement, tu vois, ça fait 11 ans maintenant. Enfin, vous voyez, ça fait 11 ans maintenant, et ça a bien évolué les réseaux sociaux. À l'époque,
À l'époque, tu l'as dit tout à l'heure, Instagram, c'était vraiment de la photo. Fallait en foutre plein la vue à tout le monde. Moi, j'étais même pas sur Instagram quand j'ai eu mon accident. J'avais Facebook, mais voilà, c'était vraiment. J'avais un compte privé, je faisais rien de ouf dessus. Et, et ce qui s'est passé, en fait, c'est que lorsque j'ai cherché des réponses, lorsque j'avais des questions, j'ai cherché mes réponses sur Internet. Notamment à l'époque, surtout YouTube, avec quelques petites vidéos, mais elles étaient rares, où j'ai tapé ma tétraplégie avec la lésion, le niveau que j'avais de lésion, et comment on fait pour se transférer, comment on fait pour s'habiller, comment on fait pour se mettre dans le lit. Et, euh, et ça s'est arrêté là. Ça s'est arrêté là. Moi, après, j'ai fini ma rééducation, j'ai repris le boulot. Il s'est passé du temps. Et beaucoup plus tard, j'ai voulu me mettre au sport. Et c'est quand je me suis mis au sport que j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux. Parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin de financement pour mon fauteuil d'athlétisme, qui coûte une blinde et qui est pas financé. Et c'est à ce moment-là où, pour chercher des sponsors, je me suis dit, va falloir que je me fasse connaître. Et à l'origine, moi, c'est juste pour ça que je me suis mis sur les réseaux sociaux. Et c'est en fait c'est les gens en fait qui m'ont tendu la perche en me disant, mais comment tu fais pour, tu fais du sport, c'est cool, mais comment tu fais pour aller au sport? Comment tu fais pour manger? Comment tu fais pour conduire? Et petit à petit, ça m'a emmené à me dire, putain, mais rappelle-toi, Romain, quand tu étais en rééducation, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, mais putain, ces vidéos là, il manque plein de trucs. Faut que j'apporte, tout ça sur Internet moi aussi. Et voilà comment j'ai commencé à poster un peu mon quotidien, à montrer comment je faisais, que c'était possible. Parce qu'en fait, moi, juste à mon échelle, à l'époque, je faisais pas encore des défis, j'essayais pas de relever des choses, de me dépasser ou quoi que ce soit, mais juste le peu que je faisais, tu vois, aller bosser, m'occuper de ma fille qui était jeune, faire à manger, des trucs, des conneries du quotidien, en fait. Ces petites choses, je me suis rendu compte, comme tu disais tout à l'heure, qu'il y a des gens, en fait, dans leur cheminement, qui n'étaient pas encore là ou qui s'étaient pas rendu compte qu'ils étaient capables de faire tout ça. Et je me suis dit, mais si on peut le montrer pour le B.A.B.A. et vraiment le B.A.B.A. que tu apprends en rééducation et que finalement beaucoup n'apprennent pas, il y a peut-être moyen d'encore ouvrir le champ des possibilités et effectivement de montrer la voie aux autres, de leur dire, regardez, c'est faisable, ça existe. Tu peux faire plein de choses encore. Oui, mais du coup, comment c'est venu? Et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime. Comment c'est venu? Parce que tu aurais pu aussi, toi, décider de faire des vidéos. Enfin, tu vois, quelqu'un qui te dit, mais comment tu fais pour conduire? Et tu postes juste une vidéo de toi qui conduis. C'est juste ta personnalité qui t'a amené à mettre de l'humour. Tu vois, c'était pas. J'imagine qu'après ce qu'on a vécu, c'est pas forcément tout de suite sûr de retrouver un truc où tu te dis, tiens, j'ai envie de rire, quoi, tu vois. Non, c'est vrai qu'à la base, avant mon accident, j'avais déjà beaucoup d'humour noir. Et quand je me suis retrouvé handi, tu vois, ne serait-ce que même en rééducation déjà, parce que je suis comme ça. Et surtout qu'à cette époque-là, je me suis dit, mais attends, mais là, alors ok, il te tombe une merde énorme du ciel, hein, le handicap, c'est pas génial, mais par contre, il y a quand même une source inépuisable là maintenant d'humour noir que tu vas pouvoir utiliser par rapport à ce handicap, parce que voilà, plus un truc est grave, plus l'humour noir dessus va être percutant. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, là, ça va être énorme, ce qu'on peut. Enfin, mais c'est venu naturellement. Je me suis même pas fait la réflexion. Ça m'est venu naturellement. Et en fait, après, les gens, ça les faisait rire. Et je me suis dit, ben voilà, c'est comme ça aussi que je vais faire avaler la pilule à mon entourage, parce que à l'origine, c'était surtout à mon entourage, à mes collègues de boulot et tout ça. C'est avec eux que je faisais de l'humour noir, avec ma famille. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, tu vois, ça fait quand même bien avaler le handicap, ça. Et finalement, si ça marche pour eux, peut-être que ça marchera pour d'autres. Mais c'est ça qui est super drôle quand on regarde ton compte, c'est qu'il y a plein de trucs de contenu marrant que tu tournes avec ta mère qui passe son temps à te faire des fucks. Il y a sous de ta gueule, il y a ta fille, il y a maintenant ta compagne. Et c'est génial de voir ça. Moi, ce qui m'intéresse justement, tu parlais de la vie d'avant. Avant de parler du handicap, qui est un vaste sujet, et où on a tendance des fois à mettre sous l'étiquette handicapé plein de gens sans prendre en compte leur individualité. Et des fois, je me demande d'ailleurs si c'est pas un peu enfermant d'être considéré comme la personne handicapée. Attends, je suis une personne avant tout, donc ferme ta gueule. Quel était ton regard à toi sur le handicap avant? Est-ce que tu t'en souviens? Je m'en souviens très très bien. Je me souviens très très bien parce qu'en fait, pour moi, le handicap, ça n'existait pas. Tu vois, j'ai eu mon accident à 26 ans et je m'étais jamais posé la question du handicap. Je faisais pas attention au fauteuil roulant autour de moi. Enfin, à part en intervention avec les pompiers, c'est tout.
Ouais, parce que t'es pompier, ouais, on mais fait la petite parenthèse. j'avais pas l'impression d'en voir tant que ça, en fait, des handicapés en intervention. J'avais pas l'impression d'être tant confronté à ça. Donc, pour moi, ça a été vraiment une plongée totale dans l'inconnu, parce que je n'y connaissais absolument rien, mais vraiment pas du tout. Et par contre, oui, je me suis rendu compte très très vite que les préjugés ils étaient énormes. Mais peut-être parce que moi, le premier, avant mon accident, j'avais les mêmes préjugés. Pour moi, un handicapé, ça ne faisait plus rien. Tu pouvais plus rien faire. Tu pouvais plus être heureux. Enfin, voilà, je connaissais les Jeux paralympiques, hein, voilà, comme tout le monde, mais je m'étais pas penché dessus plus que ça. Et pour moi, voilà, tout ça, c'était comme je l'avais déjà dit, je le dis souvent. Moi, à l'époque, je m'étais dit, si un jour je me retrouve en fauteuil roulant, je me tire une balle. Et puis voilà. Et puis bah en fait, bon, maintenant, je peux plus appuyer sur la gâchette. mais mais voilà. Mais à l'époque, c'est ça, c'est cette réflexion, je l'ai eue. Et comme beaucoup l'ont aussi. Et en fait, une fois que je me suis retrouvé le cul dans le fauteuil. Bah, j'ai complètement pensé différemment. Puis ça nous évite aussi de dire ça. Souvent, on a tendance à dire mais moi, si je faisais ça, mais j'y arriverais jamais. Ou moi, dans telle situation. En fait, on sait jamais de quoi on est capable tant que la situation n'existe pas. Et est-ce que justement, du fait de faire attention. Pardon, je me suis coupé mon son. Du fait de faire attention à plus aux personnes handicapées maintenant, parce que tu dis j'en fais partie, donc je vais peut-être leur laisser la place d'exister. Est-ce que ça te fait ouvrir les yeux de manière générale sur toute personne qui a une différence par rapport à toi maintenant? Ouais, enfin en fait franchement c'est un truc de malade, c'est que ça m'a ouvert et ça m'a apporté bien que j'étais pas spécialement intolérant, mais ça m'a amené une tolérance de malade par rapport à tout, en fait. Aujourd'hui, moi, les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire, chacun a sa liberté. Du moment que tu viens pas grignoter sur la liberté des autres, j'ai envie de dire que chacun fait ce qu'il veut. Sa sexualité, sa religion, peu importe, je m'en fous. Les gens font ce qu'ils veulent. Et voilà. Et je comprends vraiment qu'aujourd'hui, chacun ait sa façon de voir la vie différemment et ses aspirations et autres. Et je me suis rendu compte à quel point le handicap marque la différence, mine de rien, qu'on le veuille ou non, de par l'accessibilité, de par plein d'autres choses, ça crée une différence malgré tout ce handicap. Mais cette différence, il faut s'en servir, voilà, la mettre en valeur, en être fier, et parce que grâce à cette différence, tu peux justement sortir du lot. Et cette différence, quelle qu'elle soit, il faut vraiment la mettre en avant et pas en avoir honte. Voilà, surtout pas. Et est-ce que ça te fait pas chier de faire ce que tu es en train de faire en ce moment? Tu vois, nous on t'appelle parce qu'on te suit sur les réseaux sociaux, mais tu vois, on n'est pas les premiers. Tu fais plein d'émissions télé, d'émissions radio. Est-ce qu'au bout d'un moment, t'as pas envie de dire, les gars, foutez-moi la paix, j'ai envie de parler d'autre chose ça se voit sur son visage, il nous déteste. Que de ma tétraplégie, tu vois? Non, ça me dérange pas parce que je suis là, on fait ce podcast aujourd'hui, on fait les émissions, je fais tout ça, mais c'est grâce à mon handicap. Je sais pas si le Romain d'avant mon accident, il aurait fait tout ça. Est-ce qu'il aurait eu quelque chose à raconter? Aujourd'hui, il m'est arrivé ça. Alors certes, il m'est arrivé une des pires merdes qui puisse t'arriver, mais d'un côté, ça m'a ouvert la voie vers une nouvelle vie avec plein de nouvelles aventures. Et tout ce que je vis aujourd'hui, c'est aussi grâce au handicap. Donc je peux pas cracher dans la soupe. Voilà. Et aujourd'hui, lorsque je fais quelque chose, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire et que ça me plaît. Sinon, je le ferai pas. Parce que là, on devrait tous, handicap ou pas, on devrait tous faire ce qu'on a envie. Il y a des choses, on n'a pas le choix de les faire. Mais on devrait pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie ou qu'on n'aime pas. Mais fais attention à ce que tu dis parce qu'on a limite l'impression qu'on va découvrir dans quelques instants qu'en fait tu joues un rôle et c'était juste pour faire un peu le buzz. Tu sais, vous savez comme l'a déjà dit ça. Ah ouais? Non. Il y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo réaction. Quelqu'un m'avait dit que c'était le handicap, c'était pour faire le buzz. Et c'est vrai, c'est pas des conneries. Je lui ai dit alors, tu sais quoi, si j'avais voulu faire un buzz, j'aurais essayé de choisir un truc un peu plus soft, un peu moins contraignant au quotidien. Voilà. Mais du coup, moi, Roro, ça m'intéresse aussi de voir ta vision des choses par rapport au handicap. Justement, on parlait un peu d'accessibilité tout à l'heure. Enfin, tu vois, en fait, en tant que personne valide, on se rend pas compte. Par exemple, moi qui suis encore à Paris, tu prends le métro si tu es en fauteuil, mais c'est juste un enfer. Donc là, c'est un exemple précis, mais est-ce que tu trouves qu'on est dans un pays, je crois connaître un tout petit peu la réponse, mais est-ce que tu crois qu'on est dans un pays qui a encore beaucoup de progrès à faire et sur lesquels on pourrait avancer, tu vois? Eh ben en fait, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit si je me considère, comme tu viens de le dire, si on se considère dans le monde entier, il y a beaucoup de pays bien pires que nous.
Ça, c'est clair. Il y a des pays où c'est catastrophique. Le handicap, c'est horrible. Les gens, ils sont chez eux, ils sortent plus de chez eux, ils peuvent rien faire. Maintenant, il y a beaucoup de pays où c'est beaucoup mieux aussi. Voilà. Maintenant, c'est dans un tout. Faut qu'on voit le tout. Nous, on a la sécurité sociale, donc il y a une partie qui est quand même prise en charge. Il y a des pays où c'est vachement mieux. C'est vachement mieux quand tu as une assurance privée et que tu l'avais avant ton accident. Maintenant, si je me considère en France aujourd'hui, le franco-français en France, c'est mieux qu'il y a 10 ans et j'espère que ça sera encore mieux dans 10 ans parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Je le sais, on a de la chance d'avoir certains matériels, d'avoir accès à certaines choses. Par contre, faut pas se cacher, l'accessibilité, comme tu disais, alors la France, c'est pas Paris, mais si tu prends Paris, moi, quand je vais à Paris, je prends un taxi pour tout. Et je peux pas prendre le métro, les bus. Les bus, c'est un calvaire. Mais même Paris, tu vis pas dans un appartement à Paris. Les ascenseurs sont pas assez grands. C'est que des escaliers. Mais c'est quand même hallucinant, quoi. Rien n'a été conçu. C'est vraiment une ville qui a été conçue pour les cons. Oui, enfin. C'est vrai. Après, quand c'est de l'ancien, oui. C'est pas toujours facile de remettre aux normes. Ça, on peut pas se le cacher. Il y a des endroits. Tu sais, par exemple, c'est pareil. Normalement, tous les lieux publics devraient être accessibles. C'est la loi de 2005, qui est toujours pas mise en œuvre, mais c'était la loi de 2005. Ils avaient 10 ans pour se mettre en conformité et rendre accessibles tous les lieux publics. Il y a des lieux publics qui sont pas accessibles. Voilà, il y a des restaurants où tu as une grande marge devant, où il n'y a pas de toilettes handicapées, etc., etc. Moi, je suis pas extrémiste de l'accessibilité. C'est-à-dire qu'il y a des tout petits restos où le mec à l'intérieur, il a 6 tables. S'il met un toilette handicapé, il se retrouve avec 2 tables. Pour peut-être, c'est malheureux de dire ça, mais pour peut-être une personne en fauteuil roulant qui va venir à l'année. Moi, je comprends que ce mec-là, il n'ait pas envie de se mettre aux normes. Et j'ai envie de te dire, écoute, si je suis à Tours, il y a 20 restos autour, je vais trouver mon bonheur. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a des endroits où si tu te casses le nez 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, là, t'en peux plus, c'est fatigant. Et surtout que c'est des grands restaurants. Et là, c'est plus compliqué. Et là, pour l'accessibilité, c'est différent. Maintenant, voilà, il y a ce côté accessibilité et il y a aussi tout le reste. C'est-à-dire que aujourd'hui, la plupart des personnes handicapées, au niveau du matériel, achètent ce qu'elles peuvent et non pas ce qu'elles ont besoin. Et ça, c'est dommage. Parce que moi, j'ai de la chance, j'ai une association qui m'a aidé, etc. Je travaille, donc j'ai le droit des aides. Aujourd'hui, quelqu'un qui travaille pas, il a juste 900 € d'aide par mois, plus les remboursements après pour son matériel. Mais du coup, c'est clairement pas assez si la personne elle a besoin de matériel très spécifique. Elle pourra pas se le payer. Mais et ça, c'est dommage. C'est une question que je voulais te poser. Est-ce que quelque part, ça revient cher d'être handicapé? Est-ce qu'on a du coup une vie de tous les jours qui nous coûte plus cher et malgré les aides qu'il y a, est-ce qu'on reste désavantagé financièrement? J'aime à dire que le handicap, c'est un truc de riche. C'est con, mais c'est vrai. C'est un truc de riche. C'est-à-dire que si tu considères par exemple que comme n'importe quelle personne qui aurait le permis et qui veut s'acheter une voiture, la voiture, faut que tu te dises que faut l'équiper. Et l'équiper, par exemple, ça coûte les yeux de la tête. Moi, j'ai autant d'équipements sur ma voiture que le prix de ma voiture neuve, en fait. C'est le double. Et pour ça, on m'a aidé à hauteur de 40%. Après, c'est parce que tu as voulu mettre des jantalus aussi, Roro. On sait ça. J'avoue, et la moumoute. La moumoute sur le volant. On sait aussi. Mais c'est pas remboursé. Est-ce que du coup, là, tu parlais d'associations, il y a des associations comme ça qui peuvent aider des personnes qui réussissent à soulever des fonds pour des cas particuliers, pour les plus défavorisés? Il y a plein d'associations. Il y a les bouchons, tu sais, là, on vous demande souvent de récupérer les bouchons, les plastiques, c'est pour payer des fauteuils, pour aider les gens. Il y a différentes associations, il y a différentes aides qu'on peut retrouver. Faut fouiller un petit peu. Après, là, faut farfouiller ou trouver une bonne assistante sociale qui va t'aider à faire cela. Voilà. Après, il y a la maison départementale des personnes handicapées qui t'aide. Souvent, on s'en prend à eux parce qu'on dit, ils financent pas assez. Oui, c'est vrai, mais j'aime pas tirer sur l'ambulance. C'est les seuls qui financent. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas les moyens de tout payer. Donc voilà. Après, oui, effectivement, faut trouver. Et moi, à titre personnel, c'est juste que quand j'ai eu mon accident, c'est une association qui s'est créée pour moi, en fait, uniquement pour moi, et qui effectivement a fait des événements, qui a fait des ventes de t-shirts et autres pour récolter des fonds pour me financer le matériel dont j'avais besoin. Voilà pourquoi moi j'ai manqué de rien, quoi.
En tout au cas, début, ouais. bon, ça me fait penser à plusieurs choses en même temps, mais ce que je voulais dire déjà, c'est que ce que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est super parce que tu permets justement de nous éviter à nous, qui sommes encore dans notre vie d'avant, tu vois, parce qu'on est avant l'accident, nous, tous là, tous ceux qui sommes encore sur les deux jambes, ben, ça nous permet, grâce à ce que tu fais comme contenu, de se dire, ah bah tiens, c'est vrai que j'ai jamais fait attention, ou tiens, je me suis pas posé telle ou telle question. Et alors qu'avant, quand on voyait une personne handicapée, peut-être on tournait un peu le regard, ou on faisait pas trop attention, elle était invisible et c'est horrible. Bah maintenant, il y a une piqûre de rappel toute simple qui est là pour nous dire, ben en fait, tu sais que c'est un être humain comme toi. Et Ouais. ça, c'est hyper, hyper important. Et par rapport à ça, à cette influence que tu as, on voit que le monde, il bouge par rapport, justement, on parlait aux influenceurs ou tout ce qu'on peut faire sur Internet, par rapport à tout ce que tu fais toi et tout ce que font les personnes qui défendent les mêmes causes et autres. Est-ce que tu as l'impression que ça a une influence, que les choses bougent? Par exemple, tu vois, on est de plus en plus à être vegan. Tu vas dans un supermarché aujourd'hui, tu as plein de steaks végétaux et tout. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça bouge aussi à ce niveau-là et que même si les entreprises, par exemple, font ça pour leur image, du coup, il y a plus d'accessibilité quand même qui se crée? Eh ben écoute, au-delà du fait que je le vois, en fait, je sens les mentalités évoluer, tu vois, depuis, bah, mine de rien, à 11 ans, j'ai vu tout ça et il y a le regard dans la rue, il y a tout ça, c'est quand même en train d'évoluer. D'accord. Et ce qui est génial, c'est que oui, j'ai l'impression, à ma petite échelle, de vraiment d'apporter ma pierre à l'édifice. Moi, je le fais, il y en a d'autres qui le font. Il y en a plein qui le font sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui le font en dehors des réseaux. Et toutes ces petites pierres là qu'on met ensemble, bah, c'est en train de nous construire ce fameux pont là qui va nous permettre de passer au-delà de tout ça. Et ça fait plaisir. Et au-delà du fait de moi m'en rendre compte, même si j'ai mis longtemps à me rendre compte de l'impact que les vidéos ou ce qu'on fait sur les réseaux ça pouvait avoir, c'est les messages en fait que tu Bien reçois. sûr. Et les messages que tu reçois, c'est vraiment le témoignage que ce que tu fais, ça marche. Et ce que tu fais, ça a un sens. Mmh. Et honnêtement, je pense que si déjà d'une, je fais tout ça parce que j'aime ce que je fais, euh, mais je le fais aussi parce que j'ai tellement de retours incroyables que je suis dans un cercle vertueux en permanence. Enfin, quand je reçois des trucs, je reçois des messages incroyables et ça me donne encore envie de plus donner ou de faire encore plus pour permettre à ces personnes, tu vois, Mmh. d'avancer et de pas rester englués dans leurs préjugés, qu'ils soient handicapés ou qu'ils soient pas handicapés d'ailleurs. Mais tu Mmh. sais, ça fait et vraiment ce que tu dis, ça fait vraiment écho, avec, ce que je vis. Alors, moi, j'ai une maladie chronique, je suis atteinte de diabète de type 1 Oh là et là, faut toujours qu'elle ramène toi à elle. bah, oui, forcément, je suis égoïste, je suis Ah, égoïste. Non, mais c'est qu'en fait, ce que tu dis, moi, sans les réseaux sociaux, je me serais encore crue seule avec, ma maladie, sans forcément la comprendre et en fait, finalement, je me rends compte que, je peux quand même trouver une source de joie dans la maladie qui est pourtant pas facile à gérer, tu vois? Et étonnamment, je pensais pas. C'est juste, rencontrer d'autres personnes qui partagent exactement la même chose que toi. Beh, personne d'autre, autour de toi qui est pas malade pourra jamais comprendre ce que tu vis à part les gens qui sont comme toi, en fait. Donc ça fait vraiment écho et c'est super qu'il y ait des gens et comme toi et d'autres influenceurs diabète, par exemple, qui aident à traverser ça, en fait. Donc je te remercie, Roro, à travers, ce message. merci. Non, mais merci, c'est gentil. Mais comme tu dis, en fait, ce qui est chouette, c'est que vraiment, il y a les réseaux, il y a du mauvais, il y a du bon. Et quand tu regardes bien, il y a quand même de plus en plus de bon. Alors après, le problème, c'est ça, c'est que les extrêmes, c'est de plus en plus les extrêmes. Il y a de plus en plus de Mmh. très, très bonnes choses. Il y a de plus en plus de très, très mauvais aussi. Mmh. Mais comme tu dis, il y a des gens qui vont être influenceurs en diabète, en handicap. Il y a tellement d'autres choses, enfin sur le rangement, sur comment on va gérer son budget, tout ça. Et je trouve que c'est génial parce que ça aide énormément de personnes de qui comme toi tu te dis je suis tout seul. Moi je le vois. T'as des maladies qui sont hyper rares, Ouais. mais je suis sûr qu'il y a et en fait les gens vont sur les réseaux et ils trouvent d'autres personnes comme eux et ça te permet d'avancer, de te dire bah Mmh. tiens des petites astuces, comment tu fais ça, tiens comment tu vis ça au Ouais, puis d'un coup, quotidien. tu parles le même langage, en Et fait, c'est ça le truc. ouais, exactement, exactement. T'as le Mmh. même langage et ça te fait comme une espèce de communauté en fait. Ouais et Roro, moi, j'aimerais savoir si, à un moment donné dans ta vie, tu t'es dit, que ce soit avant le handicap ou après, enfin, est-ce que tu as fait des choses incroyables que tu pensais impossibles, en étant, par exemple, en fauteuil et peut-être même des choses auxquelles tu aurais jamais pensé en étant valide, par exemple? Oui, 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 il y en a plein, il y en a plein. Après,
il y a des choses que je voulais faire avant mon accident et que j'ai pas eu le temps de faire. Tu vois, par exemple, je faisais beaucoup de courses à pied, de trail. J'ai fait des très longues courses, mais j'avais jamais fait de marathon, par exemple. J'avais fait des courses plus longues en trail, mais pas de marathon. Et en fait, bah, tu vois, là, cette année, je ferai mon 6e ou 7e marathon. Tu vois, depuis que je suis en fauteuil, bah, j'ai fait des marathons alors que j'avais jamais fait avant. Et, et après, c'est pareil. En fait, c'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, je repousse pas au lendemain ce que je peux faire le jour même parce que je sais pas si le lendemain je pourrai encore le faire. Je sais pas de quoi demain est fait. Tu vois, aujourd'hui, je pense que j'ai été bien. J'ai eu une bonne expérience qui m'a appris que on sait jamais ce qui peut nous arriver. Et du coup, j'ai plus envie de passer à côté de ma vie. Donc, je fais vraiment ce que j'ai envie le plus vite possible. Je suis impatient pour tout maintenant. Et ce qui fait que depuis que je suis en fauteuil, ben, je fais tout ce que j'ai pas pu faire avant, tu vois. Un saut à l'élastique, un saut en parachute, tout ça, j'aurais pas imaginé que c'était possible en fauteuil. Et avant, j'aurais peut-être envisagé de le faire, mais je l'avais jamais fait ou j'y avais pas pensé. Et voilà, et toutes ces choses, je les fais. Voilà, je les fais et j'essaie de, entre guillemets, repousser les limites, de me dire, repousser les limites et justement d'aller là où on n'a jamais vu un handicapé, quoi, pour montrer aux autres que c'est faisable. Et ça, c'est super parce que ça montre justement toute la force qu'on peut trouver en soi et effectivement les ampoules qui s'allument dans notre tête et on arrête peut-être de râler, de dire ah non, j'ai pas le temps ou je ferai demain et on profite de la vie à fond parce que c'est sûr que de toute façon à la fin on le dit souvent mais on meurt et donc autant faire les trucs qui nous plaisent avant. Maintenant, je me dis quand tu es influenceur aussi, bon, je sais pas si le mot convient mais en tout cas là tu es dans un truc où tu t'envoies plein de bonnes ondes aux gens mais est-ce que t'as pas quand même des moments dans ta vie où tu te dis j'en ai plein le cul, que ça dure 1 heure, un jour? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu dis j'en ai ras le cul et j'en peux plus et ça me saoule? Si, bien sûr. Je suis comme tout le monde. Hein. Je suis comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai des moments de moins bien et j'ai pas envie de dresser un faux tableau. Le handicap, c'est pas le monde des bisounours. Et comme tout le monde, j'ai des moments difficiles. Comme tout le monde, j'ai des coups de mou. Et c'est vraiment important que les gens comprennent que ça fait partie du quotidien. Ça fait partie de la vie. C'est normal. Et c'est normal d'en avoir. Faut pas se culpabiliser quand tu as beaucoup de moments de moins bien. Voilà, c'est tout à fait normal. Et la vie est comme ça, qu'on ait un handicap, qu'on n'en ait pas, qu'on ait des problèmes. On a tous des problèmes. On a tous le droit de râler aussi à notre niveau. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah tu sais quand on te voit toi, on se dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Ah si si t'as le droit de te plaindre. Bon, bah, si t'as le droit. Puisque t'en parles, nous on en a gros sur la patate. Moi c'est mes problèmes à moi, mais on a le droit. Si c'est pas interdit. Et ça a été qui ou quoi tes plus grosses ressources justement pour te remettre sur pied juste après l'accident? Alors ça peut être dans les jours ou les heures qui ont suivi, mais ça peut être aussi sur les années. Est-ce qu'il y a des trucs comme ça qui viennent tout de suite dans ta tête, qui te disent putain, ça a été des énormes piliers? Bon, évidemment, tu vas parler de ta fille parce que les enfants. Allez, on l'élimine. On veut pas que allez, interdit de parler de ta fille. Réponds maintenant, démerde-toi. Bah, alors pour le coup, ça va être difficile parce que ça a vraiment été elle parce que oui. moi elle était même pas encore née. Moi elle était pas née, elle était dans le ventre de sa maman donc forcément j'étais même pas encore papa, j'allais le devenir et c'est clairement ça ça a été vraiment le point d'orgue de ma rééducation. Après bien sûr, j'ai tout mon entourage, j'ai tellement été soutenu que ce soit la famille, les amis, les pompiers, enfin j'ai tellement été soutenu que je me serais jamais vu baisser les bras en fait pour toutes ces personnes parce que il y avait un tel engouement autour de notre histoire parce que je vais mettre mon ami à l'époque dans la boucle que je pouvais pas de toute façon ne pas avoir le moral, baisser les bras, etc. Ça m'est arrivé hein, quand j'étais tout seul dans ma chambre, voilà, ça m'arrivait parfois, mais quand je voyais tout ce qui se faisait autour pour moi, je me disais attends, mais ça serait égoïste de pas vouloir se sortir de tout ça pour les remercier. Voilà, c'était ma façon de les remercier. Et aujourd'hui, donc vraiment, je me suis pris pour un animateur de TF1 ringard qui pue, parce que vraiment, je veux dire, aujourd'hui, t'as retrouvé l'amour. C'est vraiment débile, mais j'ai envie de m'auto-casser les dents quand je dis ça. La lourdeur. Non mais c'est bon. En plus, on a un écho là qui a bien répété la lourdeur. Mais je sais que c'est lourd. Non mais
Enfin, aujourd'hui ou pas, j'en sais rien, mais la personne que tu as dans ta vie, moi j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux, donc je sais pas si ça date ou pas. En fait, t'es un fan Zouz. Oh, mais non, T'es une groupie, quoi. Mais non, mais c'est vrai que des fois je passe en bas de chez lui et je regarde par la fenêtre. Bon. Public, j'ai vu dans Public les photos derrière le buisson. Non, mais c'est quelque chose qui t'a, parce que je sais pas, je me dis qu'on doit aussi se poser des questions à ce niveau-là quand notre situation change. Peut-être que bêtement on se dit, est-ce que quelqu'un va me re-aimer un jour, quoi, non? Oui, alors cette réflexion, je me la suis faite au tout début en fait, quand je me suis séparé de la maman de ma fille. À ce moment-là, effectivement, je me suis posé la question, est-ce que je vais réussir à séduire à nouveau? Est-ce que je vais réussir à donner du plaisir à quelqu'un qui me connaît pas, que je connais pas? Et j'ai eu cette chance, en fait, c'est que donc quand on s'est séparés, moi j'étais encore en Haute-Savoie, je savais que j'allais déménager. Donc de toute façon, au départ, j'étais vraiment dans une optique de rencontre, mais furtive sans lendemain. Et j'ai eu cette chance, c'est que la première femme que j'ai rencontrée avait déjà connu quelqu'un de tétraplégique comme moi. Elle avait vécu avec quelqu'un pendant 2 ans. Donc, elle connaissait un peu tout, tu vois. Elle connaissait l'intimité, elle savait comment ça se passe. Et ça a été hyper rassurant pour moi parce que du coup, elle connaissait toutes mes difficultés, mes problèmes. Et du coup, ça a été cette première rencontre qui m'a vachement rassuré, qui m'a permis aussi de prendre confiance en moi de ce côté-là, sur le côté oui, je peux séduire encore, je peux encore plaire. Puis surtout, à l'époque, je me suis rendu compte que quand il y a un groupe de 100 mecs, on repère le plus beau, on repère le plus petit, le plus gros, le plus grand. Tu repères aussi celui qui est en fauteuil roulant, mine de rien. Ouais. Alors après, à toi de voir ce que t'en fais. Soit t'en fais une force, soit t'en fais autre chose, mais voilà, mais on va te repérer. Et voilà, et petit à petit, après, il y a eu d'autres rencontres, et puis après, voilà, il y a eu des histoires sérieuses, il y a eu du pas sérieux. Moi, j'ai eu des périodes aussi où j'avais pas spécialement envie de me remettre avec quelqu'un, voilà. Mais le handicap, je pense que nous, en tant que personnes handicapées, on a très très peur au départ de se dire est-ce qu'on va arriver à plaire à quelqu'un. Et au final, je pense que les gens sont beaucoup plus intelligents. Et alors là, en tant que mec, je veux dire que je pense que les femmes sont encore plus intelligentes que les hommes. Je pense qu'elles sont beaucoup plus ouvertes sur le sujet, tu vois, de se dire tiens, est-ce que je me vois avec quelqu'un handicapé, tu vois? Et la réponse, elle est oui. Alors il y a des femmes qui sont fermées, il y a des hommes qui sont fermés là-dessus. Il y en a beaucoup, hein, et après attention, je me permets pas de les juger. Ils ont leur raison. Voilà, du moment que c'est pas insultant, moi je peux comprendre que quelqu'un n'ait pas envie d'être avec quelqu'un qui est handicapé. Voilà, c'est leur droit, et puis ils savent pas ce qu'ils ratent en plus. Non, je plaisante, mais c'est super. Mais voilà, je pense vraiment que souvent les gens handicapés ont peur, tu vois, ont peur justement de jeux de séduction, de tout ça, alors qu'en fait il y a beaucoup de personnes qui sont très très ouvertes sur le sujet, et surtout tu vois, avec les réseaux par exemple, maintenant on discute vachement en virtuel, etc. Et finalement tu te rends compte que tu as des affinités quand même, malgré le handicap. Il vient après. Et effectivement, après, les questions qui viennent avec le handicap arriveront un peu plus tard parfois. Mais c'est vrai que c'est l'avantage aussi de ces réseaux que je considère comme l'enfer sur Terre. Non, mais au moins, c'est vrai que de voir de la différence sans avoir besoin de sortir de chez nous, de voir qu'il y a plein de gens qui ont plein de formes différentes, de couleurs différentes, de voix différentes, de façons de marcher, de penser. Du coup, ça nous montre que le monde est riche et on arrête de rejeter la différence. Mais c'est vrai que quand il réfléchit, combien de fois moi j'ai entendu des potes dire ah non mais là ma meuf, enfin même moi je l'ai pensé, genre si ma meuf elle grossit, ah non mais là c'est pas possible. Et donc j'ai eu il y a encore 10-15 ans, si ma meuf grossissait, je faisais de la remarque, quoi. Et j'ai des potes qui étaient bien plus encore crus que moi, qui disaient des trucs horribles. Et des fois tu dis oh, mais t'imagines, mais si ma meuf demain elle a un accident et qu'elle est en fauteuil, mais je sais pas si je l'aimerais. Enfin, tout ça c'est horrible, quoi. Mais ça va avec la maturité aussi. Enfin, je veux dire, ça va peut-être aussi avec l'expérience de la vie. Tu penses aussi bien différemment. Bien sûr mais oui, puis après, en plus, alors chaque personne est différente. Et pour le coup, moi, tu vois ce que tu dis. Demain, la personne avec qui t'aimes, avec qui t'es, elle devient handicapée, etc. Et c'est vrai qu'il y en a qui restent toute leur vie avec la personne, même si c'est arrivé. Il y en a qui se séparent. Mais parfois, tu sais,
quand ça arrive, souvent, la personne qui s'en va, elle se fait défoncer. Oh, regarde, elle l'a laissé tout seul, elle l'a laissé comme une merde. Après, des fois, c'est aussi l'autre personne qui change, Bah oui. qui voit la vie différemment. Et tu vois, et c'est ce que je dis. Moi, c'est compliqué de juger de l'extérieur Bien quand sûr. tu sais pas ce qui se passe dans le couple, tu vois, handicap ou pas. C'est compliqué, en fait. Moi, je m'en suis rendu compte pour mon histoire personnelle, pour d'autres histoires de gens que je connais, où des fois, attention, hein, c'est la personne handi qui était dure, tu vois. Enfin, moi, j'ai connu un couple, une séparation. Donc voilà, au final de l'extérieur, c'est sa femme qu'on a pris plein la tronche. Sauf que c'était un sacré con, quoi. Faut le dire, tu vois, au bout d'un moment. C'était un sacré con et que. On l'embrasse, et hein, que- s'il nous écoute. Ouais, on lui fait un bisou. Non, bah, j'ai plus de contact parce que j'ai pas du tout, c'est quelqu'un voilà, que j'aimais pas du tout le comportement et au final, tu vois, où tout le monde de l'extérieur va juger Bien sûr. sa femme parce que c'est elle qui est valide entre guillemets et que lui, le pauvre handicapé, se retrouve tout seul. Mais non, c'est comme handicap ou pas, hein, il y a des cons chez nous aussi. Bien hein. sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ça, Ouais. c'est ça qui est bien, c'est que le con n'a pas de frontières, n'a Ouais, pas de c'est religion, n'a vrai. pas de couleur Non, de peau, on le retrouve sous toutes les formes. Il est universel. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, super. Est-ce que tu avais une question, Enzo? Pardon, parce Non, que j'avais pas de question. Je voulais juste vraiment vous inviter tu vois, moi aussi, je fais vraiment la présentatrice nulle. Je vous invite. Si, je sais. C'est moi, en fait, qui avait une question. Je te confonds avec moi-même. Ah, bah, souvent, ça arrive. Non, parce qu'on en a parlé vite fait, mais tu peux nous raconter ce que tu faisais et ce que tu fais encore aujourd'hui? C'est-à-dire que tu es pompier, c'est ça? Oui. Alors en fait, aujourd'hui, je travaille encore chez les pompiers. Je suis au centre d'appel en fait. D'accord. Donc à la fois, je suis dans un bureau, hein, je m'occupe du logiciel d'alerte en technique et puis aussi en administratif. Et puis un pourcentage de mon temps de travail, je le passe à répondre aux appels. Voilà. Donc voilà, malgré le handicap, j'ai réussi à rester dans la chaîne des secours. Et comme on disait tout à l'heure, on sait jamais. Faut pas dire demain je ferai jamais ça parce que quand j'étais pompier sur mes deux jambes, répondre aux appels, c'est le truc que j'aurais jamais voulu faire. Et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît le plus parce que c'est ce qui me rapproche le plus de l'opérationnel. Et puis voilà, puis même en fauteuil roulant, je peux continuer à apporter ma pierre à l'édifice, à aider les gens. Voilà. Et Anso, si ça te dérange pas, je vais toujours pas te donner la parole parce que j'ai une autre Oui, question qui m'est t'inquiète pas. venue. Ouais, pas de problème. Ça te va? Oui, ça me convient. Ouais. Je voulais que tu nous dises en conclusion, Roro, même si on en a déjà un peu parlé, mais est-ce que tu peux définir ce qui était le sens de ta vie avant l'accident, comme ça globalement, s'il y avait un sens d'ailleurs, si tu l'identifies à peu près, et quel serait le sens aujourd'hui de ton existence aujourd'hui, même si le mot sens fait peur, mais je veux dire. Je vois à peu près ce que tu veux dire. En gros, avant, j'aspirais à une vie, à la vie de Monsieur Tout le Monde, tu vois, entre guillemets, le stéréotype de la vie, avoir ma maison, avoir mon métier. Alors le métier, ça, il y a une chose que j'étais sûr à vie, c'est que voilà, j'aimais mon métier, je savais que pompier c'était ma vie et que je voulais rien faire d'autre. Bon tu vois, ça n'a pas changé hein, pour le coup. Et voilà, mais j'avais pas d'aspiration, ou quoi que ce soit. J'étais plutôt parti sur une vie assez réglée finalement. Une vie standard avec le travail, ma maison, voilà, je ferai mes voyages tous les ans, j'ai ma fille qui va grandir et voilà et sans plus quoi. Et sans plus, pas plus de j'étais passionné pareil, le sport, les pompiers, mais voilà, j'avais pas d'aspiration spéciale à l'époque. Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, j'avoue, je vis au jour le jour, mais vraiment. C'est-à-dire que il y a des trucs qui tombent tous les jours. Je me suis rendu compte, hein. Tous les jours, il y a des trucs qui tombent dessus, bien ou pas bien. Et en fait, je vis en fonction de ça. J'arrive plus et j'ai pas envie d'avoir des projets sur le long terme. En fait, je préfère laisser la vie choisir pour moi et voilà. Et arrive ce qui arrive. Et c'est comme ça que j'ai décidé de savourer la vie, quoi. J'ai pas envie tu vois, je fais pas des plans sur la comète, la retraite, le machin, tout ça. Voilà, tout ça, j'y pense pas. Attention, à côté de ça, malgré tout, j'ai quand même ma maison parce que j'ai envie d'avoir ce confort de me dire, voilà, plus tard, j'ai pas envie d'être emmerdé à compter le moindre sou parce que c'est déjà galère quand tu bosses. Là, je bosse, donc c'est déjà galère. Enfin, c'est pas galère, je suis pas à plaindre, moi, mais c'est galère pour tout le monde. Et j'ai pas envie dans le futur, tu vois, mais par contre, je veux dire, je suis pas en train, peut-être à l'époque, avant mon accident,
je me serais dit, vas-y, construis-toi un patrimoine, faut acheter des apparts, faut faire de la location, etc. Aujourd'hui, je m'en fous. J'ai ma maison. Je demande pas à avoir un château. Je veux ma maison pour être tranquille, que ma fille, je lui laisse quelque chose. Et après, le reste, voilà, je profite. Là où avant, je disais peut-être, ça, je vais faire attention pour plus tard, les économies pour plus tard. Non, aujourd'hui, je profite. Je profite parce que demain, je sais pas où je suis. Voilà. Bah ouais, c'est le truc qu'on essaie tous de faire, on va dire, dans la théorie et qui des fois disparaît très vite, quoi. On est vite rattrapé par les trucs et puis on redevient la personne qui devient tout blanc parce qu'il a reçu un truc de l'EDF et qui a 100 € à sortir et que c'est vrai que c'est chiant, mais en même temps ça te tue pas, quoi. Et c'est vrai que des fois on manque de recul et quand tes enfants sont en bonne santé, que toi tu es en bonne santé, que tu es vivant, que tu peux avoir le privilège de sentir une odeur quand tu sors de chez toi, même si c'est les égouts, on s'en fout. T'es là, tu le sens, c'est là que t'es vivant, quoi. T'entends la tondeuse du voisin, mais génial, tes oreilles elles fonctionnent. C'est vrai que quand t'arrives à être là-dedans, dans l'instant présent, et dans te dire, écoute, je vis ce que j'ai à vivre, c'est là que t'es le plus heureux finalement. Même si ça veut pas dire que tu vis dans le monde des bisounours et que tout va bien, mais c'est là que t'es le plus heureux, je pense. Et tu vois ce que tu dis, les gens qui pensent comme ça, on les prend pour des benets. Des fois, on leur dit, ah ouais, c'est bien, cuit, les oiseaux, t'es heureux parce que tu respires. Ouais, parce qu'on l'a oublié, ça. On l'a oublié. Et ces gens qui vont te faire cette réflexion-là, c'est des gens, en fait, qui n'ont pas de problème, peut-être, qui n'ont pas ces problèmes, mais confronte-les demain à la maladie, à quoi que ce soit, eux ou à leur entourage, et clairement, ils verront les choses différemment, j'en suis sûr et certain. Après, moi, je suis un bonnet, c'est pas pour leur donner raison, mais je suis un vrai bonnet. Non, et puis parce qu'on est vachement dans cette société de la performance, de réussir sa vie, c'est travailler comme un fou et rentrer très tard pour pouvoir se payer une voiture de sport et habiter dans une grande maison et rendre tout le monde jaloux. Et bon, allez-y, faites ça jusqu'à la mort. Nous, on va prendre le chemin pas parallèle ou perpendiculaire, mais pas le même que vous, en tout cas. Exactement. Comme tu disais tout à l'heure, tu vois, le stéréotype de la vie parfaite. Alors que pas du tout. Il y a des gens, leur vie parfaite, c'est avoir 10 enfants. Il y a des gens, leur vie parfaite, c'est avoir pas d'enfants et vivre dans un van toute sa vie. Voilà. Et puis, chacun a sa vie idéale et il faut le respecter, tu vois. Moi, je finis, de dire à quelqu'un je l'ai jamais dit de toute façon, mais dire, tu sais, dis donc, à ton âge, t'as pas encore d'enfants. Bah oui, alors, c'était un choix. Qu'est-ce que t'en sais? Ou peut-être qu'il en a, mais qui sont à la cave, tu vois, on sait pas. Voilà. Regarde, nous, en Touraine, c'est le frigo. C'est le Courgeot. Je sais pas si tu te souviens. Bon, écoutez. On se nous, souvient en Touraine, de cette c'était histoire. plus le frigo à l'époque. Ou congèle, je sais plus. Enfin, je sais pas où c'est que ça congèle. Congèle. Oui, c'est congèle. Peut-être plus congèle, t'as raison. Ça se conserve mieux, moi, je trouve que c'est une bonne façon de terminer ce podcast. Ah bah oui. Hein oui, c'est ça ça nous ressemble au final, donc c'est quand même bien. Mais suivez vraiment Roro le costaud parce que c'est super. Il n'y a pas de tabou en plus chez Roro. Il sensibilise surtout la sexualité, la mobilité, le sportivité, tout ce qui finit en tête. Oui, on aurait pu. Attends, parce qu'il faut que je coupe l'écho. On aurait pu parler de plein de trucs, mais c'est vrai que tu le fais déjà sur ton Instagram. Et le but, c'était pas faire du doublon, c'était de permettre la rencontre pour les gens qui te connaissent pas. Donc, Roro le costaud sur Instagram. Comme ça, vous pouvez suivre tout ce qu'il fait. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi. Et merci en toute simplicité pour tout ce que tu véhicules. Même si je suis abonné à toi, je vois pas chaque publication. Tu vois, je suis pas tout à la lettre. Je suis pas un vrai fan. Tu mens. Il a des posters de toi dans sa chambre. J'ai peut-être un portrait de toi tatoué sur la cuisse. C'est mon rêve. C'est mon goal life, être en poster dans la chambre des gens. Voilà. Mais ce que tu véhicules, c'est juste super, quoi. Avoir des gens authentiques, je pense que c'est juste pour ça qu'on est sur cette terre avant tout. Le sens aussi, des fois, c'est juste se permettre d'être qui on est et en avoir conscience et profiter de tout ça, quoi. Alors, c'était un podcast, comme vous pouvez l'entendre, un peu compliqué des fois parce que je suis obligé de couper le micro de Roro à chaque fois parce qu'il y a un espèce d'écho. Donc, j'espère que j'ai pas coupé trop de tes réponses. Depuis le début, on a juste entendu un ouais. C'est ça, c'est tout ce que tu as dit. Hein. Ouais, c'est bon. Non, écoute, j'attendais en plus que mon petit écran s'allume en bleu. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Bon, c'est quoi le petit écran bleu ? C'est que quand on lui donne la parole. Voilà, quand tu vois, là, j'attends. Quand je parle, voilà, c'est un encadré qui se met en bleu autour de ma tête. Voilà. C'est pour ça, parce qu'on est sur l'ordinateur en même temps. Quand le carré n'est plus bleu chez nous, c'est-à-dire qu'on a fini de parler. Donc, toi, tu peux parler. Voilà, exactement. Ah tu m'as appris à me servir d'un ordinateur. C'est cool, ça fait quand même notre 25e podcast qu'on enregistre, donc c'est quand même pas mal, quoi. Il était temps. Merci. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Roro. Ouais, merci à tous les deux, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup. On te fait des gros bisous, Roro, à bientôt. Ouais, pareil. Salut. Salut.
Merci d'avoir écouté le plein de sens. Maintenant, vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, T-I-P-E-E-E, en nous donnant par exemple 1 euro, 1 centime, 2 euros, 10 euros, 30 euros. Oui, bah, 4... vous donnez ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Il y a un lien aussi disponible sur notre compte Instagram, La Prod au fond du jardin, l'occasion d'une bonne balade sur le web. C'est vrai, comme ça vous cliquez, c'est plus simple. Oui. Mais n'oubliez pas qu'on fait ça de manière bénévole, donc on a quand même besoin de votre soutien. Allez, carte bleue qui chauffe. J'ai besoin d'un nouveau VTT.